L'Alaska est immense, à quel point? Il possède plus de 10 700 km de côte, plus que tous les autres États américains réunis. Mais dans le nord, il n'y a pas de ville, pas de gratte-ciel, rien du tout. Voici 3 raisons pour lesquelles les côtes de l'Alaska sont désertes. Restez avec moi pour en savoir plus. Et si vous aimez ces analyses de cartes, n'oubliez pas de vous abonner. L'épicerie ne me fait pas de réduction. Pour situer le Liechtenstein, l'Alaska est un lieu surprenant. Regardez les cartes officielles des autoroutes de l'Alaska. Vous remarquez quelque chose. La plupart des grandes agglomérations sont concentrées ici, dans la région du Rail Belt, qui comprend Anchorage et les Fairbanks. C'est comme si quelqu'un avait abandonné en plein milieu avant d'atteindre la côte ouest. Regardez la Floride et la Californie. Ces 2 États sont étendus, avec des villes côtières animées comme Miami, Jacksonville, Los Angeles et San Francisco. En fait, 40% de tous les Américains vivent près de la côte, presque la moitié du pays longe le littoral. À l'exception de l'Alaska, 75% de la population vit dans cette zone. Le reste, c'est le désert total. 95% de l'État est sauvage, presque aussi grand que le Texas, mais moins peuplé qu'un match de football universitaire. Comme sur Tinder, il n'y a rien ici. Avec tout ce littoral, on s'attendrait à des ports florissants et à un commerce animé. Mais l'Alaska, c'est loin d'être le cas. L'Alaska, ce n'est pas exactement la Sibérie, mais il fait quand même froid. En juillet, la température moyenne est de 19 degrés Celsius le jour et 10 degrés Celsius la nuit. En juillet et en hiver, c'est une toute autre histoire. Les températures diurnes tournent autour de 9 degrés Celsius et ce n'est qu'une moyenne. Anchorage a déjà atteint 34 degrés Fahrenheit. Plus loin, il fait encore plus froid. Je regrette tous mes choix de vie. Il fait froid. La Sibérie serait fière. On pourrait croire que vivre dans un congélateur affecterait la population, mais ce n'est pas le cas. Elle a même augmenté. En 2020, il y avait plus de 733 000 habitants ici, soit 23 000 de plus qu'en 2010. Sérieusement, qui regarde ces températures et se dit « Ouais, on va rester ici ?» La réponse simple, l'argent, tout comme ton arrière-grand-père. Le gouvernement de l'État est stable, riche et généreux. Si généreux qu'il gère son mini-revenu universel de base. Le fonds permanent de l'Alaska verse à chaque résident entre 1000 et 2000 $ par an. En gros, c'est une prime de remerciement pour ne pas être parti. Imaginez la Floride vous donnant un chèque, juste parce que vous supportez les excentricités des habitants de la Floride. Il y a une ironie ici, mais j'y reviendrai. L'Alaska paie les résidents pour y vivre, mais la Terre n'a jamais approuvé cette idée. Elle n'a pas été conçue pour accueillir des centres de population humaine permanents et à grande échelle. Regardez sous les villes. Leur fondement révèle la vraie histoire. Oui, c'est l'Alaska. Il y a beaucoup de choses gelées, y compris le sol qui est gelé en permanence depuis au moins 2 ans. Mais ça ne semble pas énorme. J'ai des steaks au congélateur plus vieux que ça, mais le pergélisol est bien plus profond. À certains endroits, il descend jusqu'à 400 mètres de profondeur. C'est plus de 4 statues de la liberté empilées les unes sur les autres. Et il y en a partout. Essayez de construire une ville là-dessus, et vos fondations s'enfonceront plus vite que des appartements en Floride. Regardez de l'autre côté de la mer de Bering, vous verrez la Sibérie, encore plus vaste et redoutable qu'Alaska. C'est l'Alaska en version difficile. Plus froid, plus rude, et dirigé depuis Moscou par des types qui voyaient dans ce désert glacé un défi à relever. Les dictateurs ont dessiné des villes sur des cartes depuis des palais lointains, ignorant complètement le sol gelé en dessous. Aujourd'hui, les villes sibériennes s'enfoncent, se fissurent et livrent une bataille royale contre la Terre. Norilsk, dans le kraï de Krasnoïarsk, est situé au nord du cercle arctique. Un record de froid de moins 636 degrés Fahrenheit. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait de plus en plus chaud. La mauvaise nouvelle, c'est le changement climatique. Ancien goulag de Staline. Norilsk n'a jamais été conçu pour le confort. Elle s'est construite sur le pergélisol, qui fond maintenant avec la hausse des températures. Les bâtiments penchent et s'enfoncent comme des Legos sur un glaçon. Ajoutez déchets, chaleur et pollution chimique, et le sol s'enfonce, plus vite que les espoirs de ma mère que je trouve un vrai travail. Les villes d'Alaska sont mieux planifiées, mais pas à l'abri. On évoquait ce pergélisol. 38% de sa surface, juste sous la surface, voit les fondations de l'État lentement devenir une sorte de bouillie. Regardez comment la fonte du pergélisol a déformé cette route. Réparer tout cela coûte cher. Pourquoi la route a-t-elle voulu devenir des montagnes russes? C'est à cause de cela. Le pergélisol dégelé de façon inégale fond de haut en bas. La surface est boueuse, mais le fond reste gelé. Résultat,
des autoroutes qui se déforment, semblant conçues par Six Flags. C'est pourquoi l'Alaska est un cauchemar pour les constructeurs, surtout au nord de la chaîne Brooks. Population, pratiquement zéro, mais des villes peuvent y exister. La Sibérie l'a prouvé, avec Yakoutsk, la ville majeure la plus froide de la planète, à moins 436 degrés Fahrenheit, et forte de 355 000 habitants. C'est plus vaste qu'Anchorage, la Venise de l'extrême-orient russe, avec moins de gondoles et plus d'engelures. Les ingénieurs ont réglé le problème avec des pilotis. Le pergélisol atteint presque 1 mile de profondeur ici, donc les bâtiments sont construits sur pilotis. Bien réalisé, on évite l'affaissement. Catastrophe de Norilsk. Yakoutsk était imparfaite. Les soviétiques l'ont reconstruite 2 fois, mais les maisons nécessitent toujours des réparations. L'Alaska a préféré la facilité. Les plus grandes villes sont là où le pergélisol n'est pas juste sous les pieds. Mais plus au nord, le même cauchemar nous attend. L'Alaska est froide, mais un autre aspect brutal du climat ici surprend souvent. Cold Bay, un nom approprié, comptait 50 habitants en 2020 contre 108 en 2010. Une des raisons, les nuages. La côte sud de l'Alaska est l'endroit le plus nuageux des États-Unis. En août, le mois le plus chaud, c'est 947%. Seattle semble tropical à côté. Sur la côte sud de l'Alaska, les nuages couvrent environ 340 jours par an. Pas de soleil, pas de morale, juste l'économiseur d'écran naturel en boucle. En moyenne, l'Alaska reçoit 0,08 pouces de précipitations chaque jour. Mais ce n'est que la moyenne pour l'ensemble de l'État. Et, comme je l'ai dit, c'est un grand État. Les choses sont calmes à Anchorage. Un orage survient tous les quelques années. Ce n'est pas vraiment de la météo. Apparition surprise. Les choses changent en allant plus au nord. L'intérieur de l'Alaska est à peu près aussi loin de la Floride qu'on peut l'être, mais les orages, on peut dire, ils sont plus fréquents. Et quand ils frappent, ils ne font pas que du bruit, ils déclenchent des incendies de forêt. Mais le golfe de l'Alaska, c'est là que tout part en vrille. La côte nord reçoit 380 cm de précipitations chaque année. C'est pourquoi il y a peu de villes ici, moins qu'on ne l'imaginerait sur une côte. Ce n'est pas le seul obstacle, la côte ouest de l'Alaska réserve une surprise. Croyez-le ou non, elle a en fait quelque chose en commun avec la Floride, mais pas dans le bon sens du terme. L'Alaska ne subit pas d'ouragans, mais il en reçoit les restes. Les cyclones tropicaux dérivent vers le nord, traversent une crise d'identité et deviennent des tempêtes extratropicales, et l'Alaska se retrouve en plein dans leur trajectoire. En 2022, le typhon Merbak a frappé l'ouest de l'Alaska avec des vents de 120 km/h et des inondations sur 1600 km, en faisant la plus longue piscine à vagues du monde. Des mers plus chaudes ont rendu marébac possible et freinent la formation de glaces de mer. Le garde du corps naturel de l'Alaska, marébac, a frappé en septembre avant l'arrivée de la glace. C'était la tempête de septembre la plus forte depuis 70 ans. Désormais, une glace plus fine et plus tardive signifie plus de dégâts causés par les tempêtes et des primes d'assurance qui frappent non plus fort que les vagues. Cependant, le pergélisol et les tempêtes ne sont pas les seules choses qui ont empêché l'Alaska d'avoir plus de villes. J'ai déjà parlé des montagnes Brooks, mais ce n'est qu'une chaîne parmi d'autres qui traversent l'Alaska. L'État compte au total 39 chaînes de montagnes et 17 des 20 plus hauts sommets des États-Unis. L'Alaska est majoritairement montagneux, un rêve pour les alpinistes. Les montagnes symbolisant des limites, mais le Japon connaît cette situation. 70% de son territoire est constitué de montagnes, alors les gens se regroupent sur les plaines côtières. C'est la même histoire pour l'Alaska, mais en pire. Ici, les montagnes vous enferment, et le pergélisol, les tempêtes, les nuages s'ajoutent. Et il y a encore un autre obstacle dont je n'ai même pas parlé. L'Alaska n'est pas seulement un état montagneux. Environ 5% de l'état est couvert de glaciers, ce qui implique autre chose. Et non, le problème n'est pas de glisser, c'est quelque chose de bien plus important. Quand on dit fjords, vous pensez probablement à l'Islande ou à la Norvège, mais l'Alaska en a aussi sa part. Il y a 10 fjords reconnus aux États-Unis, dont 7 se trouvent en Alaska. Certains se trouvent dans des parcs protégés comme le parc national des fjords de Kenai, c'est sûr, mais les architectes ne se bousculent pas. Montagnes, glaciers, pergélisol et côtes imprévisibles rendent l'Alaska aussi attractif pour les promoteurs que construire des appartements sur une patinoire. C'est pourquoi, avant l'arrivée des Russes, au XVIIIe et XIXe siècle, les habitants de l'Alaska vivaient dans de petites communautés mobiles. Rester léger sur ses pieds était le seul moyen de dominer ce paysage. Des peuples comme les Aléoutes, les Inuits, les Tlingits et les Haïda étaient toujours en mouvement.
Ils chassaient, pêchaient et cueillaient pour leur vie nomade. Pensez aux nomades numériques. Sans les MacBooks et les matchas au lait d'avoine, les Aléoutes étaient différents. Leur localisation favorisait la construction d'habitations permanentes, partiellement souterraines, à l'image des premiers hommes taupes. Leurs descendants sont toujours là aujourd'hui, représentant 15,7% de la population de l'État, qui compte environ 733 000 habitants. Leur présence pose aussi des défis supplémentaires en Alaska, notamment juridiques. Le siècle avant la Seconde Guerre mondiale a vu des vagues de nouveaux arrivants en Alaska, apportant des cadeaux. De mauvais cadeaux. Méningite, varicelle, coqueluche, grippe. Cela a eu de lourdes conséquences sur les populations autochtones. Avec l'arrivée des routes, chemins de fer et infrastructures, leur mode de vie a disparu. Aujourd'hui, le 49e État est toujours un véritable champ de mines juridiques. En 1867, le secrétaire d'État William Seward a conclu un accord avec la Russie et a acheté l'Alaska. Les gens l'ont appelé la folie de Seward. C'était la version du 19e siècle d'acheter des crypto-monnaies au mauvais moment. Même lors de la ruée vers l'or, l'Alaska n'était pas vu comme un lieu d'installation. C'était pour les chercheurs de fortune et les preneurs de risques, pas pour les familles. Et honnêtement, cette ambiance n'est jamais vraiment partie. Mais le destin de l'Alaska a beaucoup changé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour relier l'Alaska aux 48 États du Sud, les États-Unis ont envoyé une armée de travailleurs. Concrètement, le résultat fut l'autoroute de l'Alaska, ou Alcan Highway, achevée en 1942. Elle mesurait 2700 km, aujourd'hui environ. 2250 km. C'est encore un trajet plus long que de conduire de New York à Miami. Elle va de Dawson Creek, pas la série télé, en Colombie-Britannique, jusqu'à Delta Junction, en Alaska. À l'époque, c'était l'un des trajets les plus difficiles au monde. Maintenant, c'est goudronné. Moins Mad Max, plus vacances en camping-car en famille. C'était un projet d'ingénierie colossal et crucial pour l'avenir de l'Alaska. Les ingénieurs de l'armée sont repartis chez eux, avec des récits incroyables sur le nord inhospitalier. Pendant leurs jours de repos, ils exploraient, pêchaient ou chassaient sans se reposer. En gros, ils ont transformé un projet de guerre en la colonie de vacances la plus froide du monde, mais ce n'était pas vraiment une partie de plaisir pour tout le monde. Les troupes ont endommagé l'environnement et exclu les autochtones d'Alaska, détruisant leur mode de vie. Les hommes autochtones étaient rarement recrutés pour la construction de la route. Les femmes étaient poussées à vendre de l'artisanat, à faire le ménage ou pire. Les archives montrent même des crimes violents commis contre elles. Pas étonnant que le sujet soit encore sensible aujourd'hui. Découvert en Alaska en 1968, le pétrole ne pouvait pas entraîner une invasion américaine, car il s'agissait des États-Unis eux-mêmes. Pourtant, cette découverte a fait avancer l'État, mais pas comme les gens l'espéraient. La première raison ? Dans les années 70, les États-Unis ont reconnu que les Amérindiens étaient des êtres humains. C'est là qu'intervient la loi sur le règlement des revendications des autochtones de l'Alaska de 1971. Elle a découpé l'Alaska en 12 régions et a transféré 44 millions d'acres à des sociétés détenues par des autochtones. Oui, à but lucratif, ils ont profité du pétrole, de la mine, de la construction, des contrats publics et de la technologie. C'est le Fortune 500 en parka. Et comme personne ici ne peut gouverner par décret, chaque grand projet signifie négocier avec eux. Traduction. Plus de réunions, plus de parties de prenantes et plus de bottes de neige autour de la table. Regardez l'économie de l'Alaska, et vous verrez qui tient vraiment les rênes. Les similitudes avec la Russie. Un peu trop proches, pour être rassurant. Le pétrole et le gaz représentaient 357% du produit intérieur brut de l'Alaska en 2022. Ce n'est pas seulement une industrie, c'est la machine de survie de l'État. Aller très, très loin au nord du Railbelt. Voici le champ pétrolifère de Prudhoe Bay. Il utilise l'oléoduc Trans-Alaska pour transporter son produit vers le sud, tel un immense tuyau de station-service. Mais voilà le problème. Les gens ne suivent pas forcément l'argent. La ville voisine de Prudhoe Bay a connu des hauts et des bas au cours de ce siècle. En 2000, le bureau du recensement des États-Unis a compté seulement 5 personnes. Ce n'est pas une ville, mais une partie de poker. Puis est venu le boom. 2200 habitants en 2010, mais en 2020, la population a chuté de 40% à 1300. La ville est un microcosme du reste de l'Alaska. L'économie de l'Alaska repose sur l'extraction, le pétrole, le poisson et les minéraux. Les gens poursuivent les ressources, prennent ce qu'ils peuvent, puis partent une fois le travail terminé. Prudhoe Bay se trouve au nord du cercle arctique. Partir, c'était le choix le plus facile, et c'est une ville côtière.
Ce cycle se répète partout en Alaska, même dans la ceinture ferroviaire. Boom, travail, départ, répétition. Mais d'où vient l'argent ? L'économiste Scott Goldsmith a un jour qualifié l'économie de l'Alaska de tabouret à 3 pieds. Chaque pied symbolise le pétrole, les dépenses fédérales et le reste. Si l'un faiblit, le tabouret vacille. Dans cette catégorie, tout le reste, la pêche et l'exploitation minière sont en tête. La pêche à elle seule a rapporté 57 milliards de dollars à l'Alaska en 2021. Elle a donné du travail à 62 000 personnes, plus que toute autre industrie privée de l'État. La récolte de fruits de mer de l'Alaska est incroyable. 43% du colin du monde, 13% de sa morue, 11% de son saumon et 6% de son crabe. Si vous avez mangé un bâtonnet de poisson, il vient probablement d'Alaska. Ensuite, il y a l'industrie minière qui a injecté 92 milliards de dollars dans les caisses de l'État en 2024. Mais ce chiffre fluctue. À son apogée en 2008, l'industrie minière a généré plus de 20 milliards de dollars. L'Alaska extrait cuivre, zinc, argent et des métaux rares comme l'yttrium, essentiels à vos smartphones et aux énergies renouvelables. Ces industries peuvent générer de l'argent, mais elles ne construisent pas de communautés durables. Elles construisent des bilans d'entreprise. Toujours la même histoire. Les étrangers s'enrichissent, les locaux ramassent les restes. En 2008, au sommet de l'exploitation minière, l'Alaska dépendait encore des fonds extérieurs. L'économie de l'État n'est pas une machine autonome. C'est plutôt comme un créateur sur YouTube, désordonné, imprévisible et dépendant de l'aide extérieure. Abonnez-vous. Où cet argent peut-il aller après ? Quelques options sont sur la table, et elles détermineront si l'Alaska progresse, stagne ou fait simplement du surplace dans la neige. Vous avez sûrement entendu parler du débat incessant sur le forage dans le refuge faunique national de l'Arctique en Alaska, l'Arctic National Wildlife Refuge, et ses 193 millions d'acres. Le combat fait rage depuis 1977. Même en ouvrant toute la zone, la côte nord-est de l'Alaska ne deviendrait pas une ville prospère. Ce serait plutôt comme une station-service au milieu de nulle part, animée, mais pas vraiment bondée. La commission de la Chambre sur les ressources naturelles a examiné la question. Ouvrir 3% de l'Arctic National Wildlife Refuge au forage créerait entre 55 000 et 130 000 emplois. Cela rapporterait 440 milliards de dollars en baux, redevances et impôts aux gouvernements locaux, étatiques et fédéraux. Des chiffres impressionnants sur le papier. Mais cela ne résout pas le problème plus vaste qui plane sur l'Alaska. Pensez moins à un boom économique, et plus à des nuages orageux qui ne partent jamais, comme les 340 jours de ciel couverts de la côte sud. L'économie de l'Alaska recule, avec une main-d'œuvre en baisse, une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. La population en âge de travailler de l'État a atteint son maximum en 2013, à environ 480 000 personnes. En 2023, elle est tombée à 450 000, soit une baisse de 5%. Pendant ce temps, le reste des États-Unis a connu une croissance de 2%. Seule la Virginie occidentale et le Wyoming perdent plus vite leurs travailleurs. Soyons honnêtes, l'Alaska préférerait ne pas être dans ce groupe. L'âge médian de l'État, à 35,6 ans, demeure sous la moyenne nationale. En 2023 seul, le Texas et l'Utah étaient plus jeunes. L'Alaska a moins de travailleurs, mais ressemble toujours à une ville universitaire par rapport au reste du pays. Mais cela commence à changer. L'Alaska vieillit rapidement. C'est l'un des États qui vieillit le plus vite dans l'Union. Cela s'explique en partie par les emplois temporaires, mais surtout parce qu'un tiers des jeunes d'Alaska partent. Honnêtement, ça rappelle un peu le Japon. Des écoles qui rétrécissent, des salles de classe vides et des manques de financement. Même le district du North Star Borough à Fairbanks a eu 300 élèves de moins en septembre 2025, ce qui a coûté plus de 2 millions de dollars. Ce n'est pas juste une baisse, c'est une véritable chute des inscriptions. Et cela ne concerne pas seulement les écoles primaires. L'Université d'Alaska a aussi connu des coupes budgétaires, moins d'enfants, moins d'argent, population vieillissante. L'Alaska commence à ressembler moins à la dernière frontière et plus à dernier sorti éteint la lumière. Que pensaient les terminales en Alaska ? L'un d'eux a bien résumé la situation. Il y a simplement de meilleurs emplois ailleurs. Il y a plus de choses à faire. Qu'est-ce que les gens vont faire ici ? Pétrole, pêche. Les conseillers d'orientation d'Alaska viennent de grimacer. Et c'est pourquoi forer dans l'Arctic National Wildlife Refuge ne changerait pas grand-chose. Cela ne ferait que renforcer l'ancienne économie du pétrole et de la pêche, que les jeunes considèrent déjà comme une impasse.
Ce n'est pas le cas ailleurs. Un endroit très semblable à l'Alaska existe. Faites le tour de l'Arctique et vous arrivez en Norvège. Les mêmes fjords, le même pétrole, mais une histoire très différente. La Norvège est le plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel en dehors du Moyen-Orient. C'est l'axe d'une économie dont le produit intérieur brut par habitant dépasse 101 000 $ en 2024, plus élevé que celui des États-Unis d'après la Banque mondiale. L'énergie à elle seule représente 40% des exportations de la Norvège et 20% de son produit intérieur brut. La mer du Nord compte plus de 5000 puits, un peu comme le Starbucks de l'industrie du carburant. Il y en a partout où vous regardez, sans le goût de citrouille épicée, évidemment. Mais il y a autre chose d'intéressant à propos de la Norvège, et c'est ce qui la distingue de l'Alaska. Bergen, sur la côte ouest, est la deuxième plus grande ville du pays. Elle doit sa prospérité au pétrole de la mer du Nord, mais était déjà importante avant les plateformes de forage. Fondée au XIe siècle, elle fut l'intermédiaire légal du commerce entre le nord de la Norvège et le monde jusqu'en 1789. Pourquoi la géographie ? Bergen est une porte naturelle entre la mer du Nord et le reste de l'Europe. Alaska. Pas de chance. En 2025, il n'y a pas une seule ville portuaire de ce genre. C'est davantage une impasse que Dorway. Il y a l'océan Arctique au nord, la Russie à l'ouest et le territoire du Yukon canadien à l'est et au sud. En 2021, environ 40 000 personnes y vivaient. Donc, au-delà des défis naturels, les côtes de l'Alaska n'offrent pas grand-chose d'autre. Du moins, pas encore. La principale force de l'État, ce sont ses ressources, raison pour laquelle les gens viennent. Mais une fois qu'elles sont extraites du sol, il n'y a pas grand-chose à faire, à part les expédier vers le sud par pipeline ou par chemin de fer. L'économie de l'Alaska, c'est essentiellement un aller simple. Et où va ce pétrole transporté par le pipeline ? Il allait directement à Anchorage, où sont installés les sièges des compagnies pétrolières, pas vers la côte. Ça a aidé Anchorage, mais pas la côte. Une autre chose qui a aidé, c'est qu'Anchorage pouvait aussi servir de plaque tournante aérienne, grâce à une particularité géographique. C'est en gros le salon d'escale entre l'Amérique du Nord et l'Asie. L'aéroport d'Anchorage est à moins de 9h30 des principales économies mondiales. De là, vous accédez aux 48 États du Sud, au Canada, Japon, Chine et même Europe. Pas étonnant que tant de passagers et de marchandises y transitent. Pendant la guerre froide, c'était encore plus vital. L'espace aérien soviétique était fermé. Les avions devaient le contourner, faisant d'Anchorage l'escale la plus pratique au monde. Et cela nous amène à aujourd'hui. Parmi les visiteurs internationaux ici, on compte certains des hommes les plus recherchés au monde. Le 15 août 2025, Vladimir Poutine est venu à Anchorage pour rencontrer Donald Trump. Le tapis rouge a été déroulé pour le dictateur russe, mais les accessoires envoyaient un tout autre message. Des F-22 Raptor étaient exposés juste à côté de l'endroit où Poutine marchait, et un B-2 a survolé le ciel. C'était le même appareil qui avait participé à l'opération Midnight Hammer quelques semaines plus tôt, la frappe qui avait paralysé le programme nucléaire iranien. Et il ne volait pas seul. 4 F-35 Lightning IOM l'encadraient comme des gardes du corps high-tech. C'était une démonstration pour Poutine, mais aussi une preuve que Anchorage et Fairbanks se développaient, contrairement au reste de l'Alaska qui stagnait. Anchorage a commencé à prendre de l'importance pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Alaska était un théâtre mineur. Mais la guerre froide a tout changé. Soudain, la folie de Seward n'était plus une blague, mais un emplacement immobilier de choix. L'Alaska est devenue la première loge de l'Amérique face à l'Union soviétique. L'armée y a investi massivement. Bases, radars, bombardiers. L'Alaska étant passé d'un trou perdu à la ligne de front du jour au lendemain. Regardez toutes les bases militaires autour des États-Unis. L'Alaska en compte 9 et environ 44 000 membres au total. Le renforcement militaire américain a accéléré la croissance de l'Alaska, surtout à Anchorage et Fairbanks. Fairbanks, déjà un centre ferroviaire, a été réquisitionné comme centre logistique militaire. Les trains ont rencontré les chars. Soudainement, la ville est passée d'une halte tranquille à la version alaskienne d'un dépôt d'approvisionnement surdimensionné. En 1914, le Congrès a investi 35 millions de dollars pour construire une voie ferrée entre Fairbanks et Seward. De ce projet est né Anchorage. Cette ville de chantier s'est fait remarquer quand l'entrepreneur y a installé son siège social. Le président Warren G. Harding était même venu poser un clou d'or à Nenana, l'une des plus grandes villes d'Alaska à l'époque. Avançons jusqu'en 2020. La population de Nenana est de 358 habitants.
On dirait que Harding a misé sur la mauvaise ville. La présence logistique à Fairbanks a facilité l'installation de l'armée américaine, stimulant ainsi la croissance de la ville. Sa population a augmenté de 1307% entre 1950 et 1960, passant de moins de 5800 habitants à environ 13 300. Mais regardez ces bases sur la carte. Sauf la base de la garde côtière de Kodiak, les principales bases militaires sont concentrées dans le sud-est, près de Juneau, ou le long du corridor ferroviaire reliant Anchorage à Fairbanks. Le reste de l'Alaska est vide. L'armée ne s'est jamais installée ici, donc le développement rapide est resté exactement là où circulaient les trains. Ailleurs, on sortait la pelle à neige. Ces bases sont un gros business en Alaska. La base commune Elmendorf-Richardson compte 35 000 personnes et ce n'est pas une capsule autonome. Les soldats dépensent leur solde, au bénéfice des entreprises locales. Ajoutez le besoin de médecins, d'infirmiers et l'entretien de la base, et soudain, les équipes de construction et entrepreneurs prospèrent aussi. L'armée n'apporte pas seulement des soldats, elle apporte aussi une économie. Mais l'armée américaine n'a jamais vu la nécessité de construire une base ailleurs dans l'État. Cela signifie que les emplois ne sont pas allés là-bas non plus. Ce n'est pas le cas des villes côtières de Norvège. Bergen bénéficie aussi d'une présence militaire. C'est la base principale de la marine royale norvégienne. L'emplacement de la ville était tellement avantageux qu'elle s'est développée d'elle-même. La base était juste un bonus. Et pour info, il ne fait pas beaucoup plus chaud à Bergen. Anchorage a des extrêmes plus forts, mais sa température moyenne annuelle est de 3,76 degrés Celsius. Bergen est plus chaude, mais peu. Sa température moyenne est de 4,60 et 11 degrés Celsius. C'est peut-être le moment de porter un t-shirt. Bergen est un peu plus chaude que l'Alaska, ce qui importe pour ceux qui n'aiment pas le froid. Sur le long terme, l'emplacement et les opportunités priment sur un thermostat agréable. Bergen en est pour la preuve. La ville foisonne d'entreprises maritimes, pêche, aquaculture, recherche marine, tout y est. C'est également un centre financier, où Spanken et Spare Bank Invest ont leur siège. Imaginez Seattle avec des fjords et une ambiance viking, sans chaîne de café. Le tourisme y explose aussi. Bergen, porte d'entrée des célèbres fjords de Norvège, est l'une des escales de croisière les plus fréquentées d'Europe. L'Alaska accueille aussi des touristes. Le tourisme rapporte chaque année 23 milliards de dollars à l'économie de l'État. Mais à part le climat et le tourisme, les similitudes avec Bergen s'arrêtent ici. L'économie de l'Alaska n'a pas la même diversité. Si vous refusez de travailler dans le pétrole, la pêche ou les mines, vous partez. Les jeunes partent vers le sud, chercher des emplois adaptés à leurs compétences et leur bien-être mental. Comparez cela à New York ou Los Angeles, où les opportunités sont infinies. Mais c'est là tout le paradoxe. En Alaska, il n'y a pas assez d'options. Dans les grandes villes, il y en a tant que vous perdez la moitié de votre vie à choisir quoi faire. New York est devenue une capitale financière mondiale grâce à son port de classe mondiale, Los Angeles. Et c'est devenu Hollywood et le port le plus fréquenté des États-Unis. Il déplace 99 millions d'unités équivalentes 20 pieds, ce qui en fait l'un des 10 plus grands ports de la planète. L'Alaska. Il ne peut pas rivaliser avec ça. Ces ports ne sont pas des portes d'entrée vers le monde, ce sont plutôt des portes dérobées vers le congélateur. Le port d'Anchorage ressemble un peu trop à la Russie qui possédait autrefois l'Alaska. Surdimensionné, inefficace et plein de problèmes. Ce n'est pas très flatteur. Près de 90% du fret de l'État et 80% de la population transitent ici chaque année. Mais l'endroit n'est pas vraiment un emplacement de choix. Il est niché dans le bras de mer de Cook. Les marées oscillent comme une boule de démolition. Et pour compliquer les choses, le port gèle pendant de longues périodes de l'année. Pendant ce temps, mon chauffeur Amazon Prime se plaint s'il y a un peu de givre sur le pare-brise. Cela ne signifie pas que l'Alaska est la Russie 2.0. L'État a des ports libres de glace toute l'année. Valdez, Seward, Whittier sont les ports libres de glace les plus au nord des États-Unis. Plutôt pratique, mais attends une seconde. Regardons la carte. Tous sont concentrés dans le sud-centre, là où se situe Anchorage. Les ports de l'Alaska, c'est un peu comme sa liste d'amis. Elle est assez petite, et tout le monde traîne dans le même coin. Il y a quelques petits ports le long du reste de l'immense côte de l'Alaska. Mais en plus de la glace, ils ont un autre défi. Ils ne sont pas équipés pour gérer beaucoup de trafic commercial. La côte arctique ne possède aucun port en eau profonde. Le manque d'infrastructures portuaires rend la logistique en Alaska plus lente et bien plus coûteuse. À quel point est-ce cher ? L'expédition ici peut coûter 3 à 5 fois plus que dans le reste des États-Unis.
Et une grande raison est simple. Parfois, le fret aérien est la seule véritable option, et expédié par avion. C'est là que votre banquier transpire plus que les manutentionnaires. C'est tout. Les jeunes d'Alaska sont-ils condamnés à chercher des pâturages littéralement plus verts? Eh bien, peut-être pas. Regardez l'une des traditions les plus célèbres de l'État, l'Iditarod. Depuis 1973, des attelages de chiens traversent l'Alaska, parcourant autrefois la majeure partie de la distance sur la glace de mer. Aujourd'hui, la fonte des glaces les oblige à prendre des routes terrestres, signe d'un changement majeur. L'importance stratégique de l'Alaska ne cesse de croître, non seulement à cause du changement climatique, mais aussi grâce au partenariat dit illimité entre la Russie et la Chine. L'Alaska n'est plus seulement la dernière frontière, c'est la ligne de front. Et l'Arctique. Les températures et le pergélisol fondant sous les villes d'Alaska pourraient devenir l'allié inattendu de l'État. L'ouverture de nouvelles routes commerciales grâce au réchauffement climatique pourrait offrir à l'Alaska la carrière espérée. Des modèles climatiques prévoient que l'Alaska pourrait bientôt observer un océan arctique libre de glace en été, une première depuis environ 10 000 ans. D'ici le milieu du siècle, voire dès les années 2030, la valeur stratégique de l'Alaska s'accroît fortement. La fonte des glaces ouvre les passages du nord-est et du nord-ouest, raccourcissant nettement le transport maritime entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Imaginez le canal de Panama, mais en plus froid, et avec plus d'ours polaires. Cela ouvre également l'accès à de nouvelles ressources comme les terres rares au Groenland. La Russie et la Chine adorent se vanter de construire des infrastructures d'un flambant neuves le long de la côte arctique. À ce jour, ce n'est que du battage médiatique. L'invasion russe a mis ses projets arctiques au placard. Mais ce n'est pas quelque chose que les États-Unis peuvent ignorer, parce que lorsque Moscou et Pékin disent « attendez un peu », cela signifie généralement une surprise. Voici une base aérienne. Les analystes parlent d'une nouvelle guerre froide, cette fois presque au sens propre, ou d'une course à l'Arctique. Et l'Alaska réagit déjà. Des mesures sont en cours qui pourraient enfin changer le visage de son littoral désert, à condition que la météo soit clémente. En Alaska, même la géopolitique se vit sous la neige. En 2008, le département des transports de l'Alaska et le corps des ingénieurs de l'armée américaine ont lancé l'étude sur les ports arctiques en eau profonde de l'Alaska. Paperasse sur glace, 3 ans rien que pour organiser une conférence, 4 de plus pour la suspendre en 2015. La bureaucratie en Alaska avance aussi lentement que ses glaciers. Au milieu des années 2010, Russie et Chine montraient leurs muscles dans l'Arctique, rendant la paperasserie soudainement risquée pour la sécurité. À l'été 2024, Nome a finalement obtenu le feu vert pour le premier port en eau profonde de l'Arctique. 6 ans plus tard, beau travail. Autrefois la plus grande ville d'Alaska. Nome comptait 12 500 habitants en 1900, puis elle est tombée à 2 600 habitants. Une décennie plus tard, en 2020, il n'en restait que 3 700. Avec le nouveau port, Nome pourrait passer de ville fantôme à ville en plein essor à nouveau, et cela pourrait tout changer pour l'Alaska. Nome est situé sur le détroit de Bering, où le trafic a presque doublé. En 2009, il y avait 262 passages de navires contre 509 en 2022. Et d'autres arrivent. Mais aucun port ne peut encore les accueillir. Nome veut être le premier. L'agrandissement lui permettrait d'accueillir des méga paquebots transportant jusqu'à 4000 passagers. Imaginez des baleines, des icebergs, des glaciers et beaucoup de neige. À 100 $ par personne et par jour, les habitants rêvent d'une manne touristique. Bien sûr, le prix est élevé. 600 millions de dollars. Mais c'est l'Alaska. Le portefeuille de l'oncle Sam finira bien par sortir tôt ou tard. Parmi ces 509 passages en 2022-7 n'étaient pas des navires de croisière. Des navires de guerre chinois et russes faisaient des exercices au nord de Kiskam, dans les Aléoutiennes. Les Japonais ont occupé ces îles pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Moscou n'envisage pas de le faire aujourd'hui. Ce n'était pas un exercice. C'était un doigt d'honneur géopolitique agité juste au large des côtes de l'Alaska. Donc, investir dans le littoral de l'Alaska n'est plus une option, c'est une nécessité. La sécurité nationale en dépend. Nome pourrait devenir un mini Bergen d'ici la fin du XXIe siècle, exportant les ressources de l'Alaska, profitant du tourisme et accueillant peut-être une base navale. Ça a l'air génial, mais il y a un hic. Nome est bâti sur du pergélisol en surface. Tu l'avais oublié, non ? Les casse-têtes d'ingénierie seront énormes. Ce que le climat donne d'une main, il le reprend aussitôt de l'autre.
Pour la côte de l'Alaska, c'est l'opportunité du siècle, à condition que le sol ne cède pas avant. Merci d'être venu. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait vraiment la différence. Merci et à la prochaine sur MatPack.